Bienvenue sur VoyageCast, je suis avec Jean-Luc Vibo. Bonjour. Bonjour. Alors comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va bien parce que le ciel est bien clair et ça donne envie d'aller voler d'ailleurs parce c'est bien dégagé, il y a un beau soleil. Envie d'aller voler alors. Vous êtes pilote, je pense. Je suis pilote, oui. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'air, à l'aérien, à l'espace, à l'astronautique. Je suis propriétaire d'un petit avion en carbone qui s'appelle le MCR-01 et qui est révolutionnaire parce qu'il est très léger, très rapide, très peu consommateur et c'est l'avenir de l'aviation. Ok, d'accord, superbe. Alors pour qu'on apprenne un peu à vous connaître, on va parler du tourisme spatial aujourd'hui. Quel est votre rapport avec le tourisme spatial et avec le voyage en lui-même ? Alors, le tourisme spatial, j'en dis peut-être un petit mot un peu plus tard sur le terme lui-même parce que je le trouve un peu galvaudé. Moi, je reste toujours un petit peu dans l'exploration spatiale, la découverte spatiale, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Mon rapport, au tourisme spatial est lié à ma passion pour l'astronomie, la cosmologie et l'astronautique en général. J'ai été une dizaine d'années au conseil d'administration de l'Association française d'astronomie. J'en suis toujours membre. C'est la principale association en France de vulgarisation de la connaissance astronomique. Et à ce titre, cette association organise énormément d'événements comme la Nuit des Étoiles, les rencontres du ciel et de l'espace à la Villette, qui permettent de toucher le plus large public et de s'ouvrir à l'astronomie et à la cosmologie. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième, c'est que j'ai pris la licence de Virgin Galactic. Alors Virgin Galactic, c'est une compagnie au départ anglaise, américaine maintenant, dirigée par Richard Branson, que vous connaissez sans doute. Effectivement. Richard Branson, a décidé en 2005, de proposer à la vente des billets pour aller dans l'espace. Alors à l'époque, il n'avait pas d'appareil encore, mais il a bénéficié de la recherche avancée financée par Paul Allen et un ingénieur qui s'appelait Burt Rutan. Ils ont un appareil à cette époque-là qui s'appelle le Spaceship One, qui est une petite navette qui est fixée sur un gros avion. Et cette navette spatiale, a pu aller à la frontière de l'espace en 2005, en revenir, puis repartir en 15 jours et en revenir à nouveau. Et cet aller-retour leur a permis de gagner un prix de 10 millions de dollars qui faisait la preuve qu'on était capable de fabriquer à titre privé, et non pas avec nos impôts, mais à titre privé, un appareil qui était capable d'aller dans l'espace et d'en revenir et d'y retourner dans les 15 jours. Eh bien, cette idée et puis cet appareil a été reprise par Richard Branson. Il a pris le brevet, partagé le brevet avec Burt Rutan, qui avait une société qui s'appelait Scale Composite. Ensemble, ils ont monté une autre société, donc, qui s'appelle Virgin Galactic. Et Virgin Galactic fonctionne comme une agence de voyage, entre guillemets. Elle propose, de prendre des billets. Alors, elle recherchait des représentants dans les pays, et je me suis présenté. Je suis allé à Londres, tout seul, un jour, et puis j'ai été les rencontrer au siège, et je leur ai dit, voilà, je voudrais représenter Virgin Galactic en France. Je suis passionné d'astronomie, d'astronautique, etc. Et ils m'ont dit, pourquoi pas, prenez donc la licence. Et depuis 2007, donc, je suis l'unique représentant en France de Virgin Galactic. Ok, génial, un joli petit palmarès, c'est vraiment sympa. Alors on va parler du tourisme spatial. Justement, vous voulez parler du terme tourisme spatial lui-même parce que tourisme c'est déjà un peu péjoratif et on s'imagine des gens qui payent un billet, qui vont dans l'espace et qui reviennent, alors que ça englobe beaucoup plus de choses. Alors est-ce que vous voulez peut-être vous exprimer sur ce sujet-là ? Oui, tourisme spatial, c'est la traduction littérale de space tourism. Évidemment, comme toujours, les traductions sont pas toujours très adaptées par rapport aux cultures de chaque pays. Ici, moi, je parlerai pour la France, en tout cas, d'exploration spatiale. Je vais y revenir en un mot. Le principe marketing de Richard Branson n'est pas bête du tout. Il faut qu'il trouve de l'argent pour fabriquer son projet, de l'argent privé. Pour une fois, il fait appel aux impôts et aux subventions. Donc, il va d'abord prouver aux investisseurs qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, pour ça, il leur propose de réserver à l'avance leurs billets et de payer à l'avance leurs billets pour ensuite montrer aux investisseurs qu'il y a beaucoup de gens intéressés dans beaucoup de pays qui, même sur la foi simplement du projet, sont prêts à verser 200 000 $ pour partir dans l'espace.
une fois qu'on a un groupe qui s'est fait, évidemment, les investisseurs s'intéressent à ce marché type et donc vont investir dans la société et donner l'argent en quantité suffisante pour développer le projet lui-même. C'est exactement ce qui s'est passé. Au fur et à mesure des inscriptions, les gens, en fait, ont formé ce qu'on pourrait appeler un club, mais au sens anglo-saxon du terme. Et c'est ce qui est très intéressant, à la différence de la France, où la culture est beaucoup plus, on va dire, pragmatique. C'est-à-dire que les gens qui achètent en France un billet pour aller dans l'espace, c'est vraiment pour aller dans l'espace. Alors que les anglo-saxons, prendre un billet pour l'espace, ça veut surtout dire faire partie d'un club. Le club des gens qui vont peut-être aller dans l'espace. Et au sein de ce club, en fait, les gens se réunissent relativement fréquemment, se retrouvent sur un astroport ou bien dans un hôtel, dans un endroit très différent, participent à des conférences, des interviews, et font même du business entre eux. Parce que c'est à l'anglaise, c'est à l'anglo-saxonne. Alors chez nous, on interprète ça de manière très très différente. Voilà, donc déjà, d'un point de vue culturel, on peut se dire que on va interpréter le tourisme spatial d'une manière très très différente. Dans un pays anglo-saxon, ça veut dire on fait partie d'un club, et en France, on va tout simplement dire oui, on est candidat à l'espace. Voilà deux interprétations pour un même objet. Alors, tourisme spatial, en fait, en France, on va le considérer véritablement comme exploration spatiale. Les gens qui ont acheté leur billet ou qui ont réservé leur billet actuellement parce qu'on peut verser un acompte, hein, donc on n'est pas obligé de payer la totalité, qui ont réservé leur billet, en fait, c'est un rêve d'enfant. Ce sont des gens qui sont passionnés. Ils sont pratiquement tous pilotes, privés, amateurs, voire professionnels, mais surtout amateurs, en fait. Il y a 9 Français aujourd'hui qui sont inscrits. Tous, en fait, ont la passion de l'astronautique. Tous ont, en fait, ce rêve d'enfant de partir un jour dans l'espace et puis de pouvoir observer la Terre de l'extérieur, de voir notre vaisseau spatial de l'extérieur, d'embrasser en fait l'ensemble de cette courbure et finalement de nous voir de l'extérieur, de voir qu'il y a pas de frontières, il n'y a pas de différence entre les hommes, que tout ça c'est des choses qui ont été fabriquées par l'esprit. Mais par contre, quand on est dans l'espace, on peut enfin se comparer entre un objet spatial, on va dire un vaisseau spatial énorme, par rapport à un autre vaisseau qui tourne juste à côté d'ailleurs, la Lune, morceau de la Terre. Bon bref, on relativise complètement. Eh bien, toutes ces choses-là, c'est le rêve, c'est le but de ces gens qui sont inscrits. Alors, ils savent très bien qu'avant d'arriver à cette étape-là, à ce rêve-là, ils vont devoir passer par une phase d'entraînement, par une connaissance approfondie pour en tirer le maximum de profit. Alors, ça passe par des entraînements vol 0G, ça passe par du vol en simulateur, ça passe par de la voltige, des expériences en avion, en chute libre, etc. Pour se familiariser avec toutes les pressions auxquelles ils vont être soumis au cours de leur vol. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à parler d'exploration plutôt que de tourisme. Ok, alors merci pour ces informations. Alors, on va peut-être prendre le truc depuis le départ. Je suis Jonathan, je suis intéressé un peu par l'exploration spatiale, comme on l'a dit. J'ai pas forcément énormément d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer? Quelles sont les choses qu'il faut faire pour justement appréhender l'espace? Parce que c'est compliqué comme commencement, en fait. C'est une bonne question, parce que depuis quelques années, il faut absolument se faire à l'idée que l'espace est beaucoup plus accessible qu'avant. Il a toujours été dans l'esprit de tout le monde penser que partir dans l'espace, ça coûtait extrêmement cher, c'était réservé à des scientifiques, à des militaires, avec des budgets faramineux, etc. Aujourd'hui, les moyens techniques, Internet, les télescopes, les voyages en avion qui nous permettent d'aller d'un pays à un autre très facilement, sont autant d'outils qui nous permettent aujourd'hui de nous rapprocher de l'espace, de revenir à l'observation de l'univers, d'autant plus vite et d'autant plus fort que à l'époque, c'est ce qui se faisait, il y a très longtemps, c'est ce qui se faisait, et puis dans nos villes, évidemment, on a perdu un petit peu l'usage et le contact avec l'espace, et aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, je vais le détailler. On peut commencer tout simplement par assister à une conférence. Alors bon, une conférence, c'est pas très drôle, ça fait un peu connaissance du monde, avec des images d'un aventurier qui lui est parti à la découverte. C'est plus du tout ça non plus. Aujourd'hui, on a des images de l'espace qui nous sont fournies par des télescopes spatiaux, comme Hubble, bien entendu, le plus connu, mais aussi des images qui nous sont fournies par des télescopes
gigantesques qui sont posés au Chili, sur des montagnes qui ont été rabotées à cet usage. À la CIA, il y a maintenant le VLT, Very Large Telescope, il y a le futur projet ALMA qui est posé à 5000 mètres, et puis il y a le Keck qui est posé sur Hawaï. Enfin, aux Canaries, on vient d'installer le plus grand télescope du monde. Voilà, tous ces objets permettent de prendre des photos absolument uniques au monde et pouvoir les mettre à disposition largement du public à travers donc des conférences lorsqu'elles sont présentées par des gens qui s'y connaissent un petit peu, ou à travers Internet tout simplement avec de multiples vidéos, etc. Donc le premier accès, c'est un accès vraiment de proximité, ça coûte pas cher. Alors, un petit peu plus loin, on peut aller dans ce qu'on appelle une station de nuit. Alors c'est l'Association française d'astronomie qui a référencé en fait ces stations de nuit. Ce sont en France une quinzaine d'observatoires aujourd'hui qui sont ouverts la nuit parce qu'ils ont une structure d'accueil. Donc on y passe la nuit avec des astronomes, on peut mettre son nez dans un télescope et puis vous pouvez pour on va dire 100 € à peu près dîner sur place, passer une nuit avec un astronome, faire des observations et revenir avec des étoiles dans les yeux. Et puis on peut encore aller un petit peu plus loin. Je continue. Alors on continue, on va un peu plus loin, on va voyager un peu plus loin. Là cette fois on va s'éloigner en fait des centres urbains pour sortir de la pollution lumineuse. Alors on peut aller par exemple au Pic du Midi, qui est un observatoire qui est ouvert au public maintenant les week-ends, et on peut faire des observations la nuit, toujours aussi avec des astronomes. Et on est dans un endroit magique, à 2500 mètres d'altitude, mais on peut aussi aller à Florence, à la ferme des étoiles, passer un week-end dans une tente à facettes, enfin une espèce de centre d'hébergement tout à fait extraterrestre, rencontrer des gens absolument incroyables qui font des recherches tous azimuts. Voilà. Alors ensuite, on peut aller aussi à l'étranger. On peut aller en Tunisie, dans le désert, au Maroc. On peut marcher une vingtaine de jours à dromadaire et puis s'enfoncer dans le désert avec des spécialistes qui vont vous expliquer l'histoire de l'univers, pas seulement le nom des étoiles et des constellations, mais vraiment l'histoire de la vie en général, comment elle est arrivée sur Terre, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, etc. Toutes sortes de choses qui aujourd'hui sont difficiles à trouver dans un voyage, on va dire. Mais dans ce type de voyage, on rencontre des gens qui ont la capacité à expliquer ça avec des mots simples. Et donc ça, on reste on est toujours inférieur à 1000 €. Et on voyage énormément. Ouais, puis on améliore sa connaissance aussi. Donc, on va dire c'est un peu différent d'un voyage où on prend son guide du routard et puis on part un petit peu au petit bonheur à la chance. Vous conseillerez de plutôt s'intéresser vraiment à l'espace, d'avoir un vrai intérêt pour l'astronomie avant de partir dans l'espace. Pas forcément, non, pas forcément justement. Les voyages qui commencent à se développer aujourd'hui sont vraiment d'abord ludiques. C'est d'abord la part de rêve qui mène le voyage. C'est évidemment, au départ, bon, évidemment, on va aller bronzer, on va aller s'amuser, etc. Mais le voyage aidant, en fait, la culture du voyage aidant, les gens, une fois qu'ils ont fait plusieurs voyages au même endroit ou dans la même zone, se disent, ça va, j'en ai fait le tour, qu'est-ce que je pourrais bien apprendre? Eh bien, une fois qu'on a été 3-4 fois dans le désert et qu'on a arpenté le désert en dromadaire, qu'on l'a surfé ou qu'on l'a visité les canyons, etc., j'ai dit, tiens, il suffit de lever le ciel et puis de dire, voilà un espace qui est tout à fait nouveau, on n'y connaît rien. Eh bien voilà, en dehors de l'aspect ludique du voyage, on va dire, normal, on va avoir en complément une petite formation, une petite démonstration, et ça va nous ouvrir en fait l'esprit sur autre chose. Et ça va donner un petit peu de piment en fait au voyage. Donc il ne faut pas forcément être passionné, pas du tout. Il faut simplement lever le nez, être un petit peu curieux, on va dire, être un petit peu curieux. Et là, il y a un champ de rêve qui s'ouvre absolument gigantesque. Et si on a la bonne personne pour vous l'expliquer, alors vraiment le voyage prend une toute autre tournure. Ouais, alors je sais pas si, je suppose que vous avez déjà été, mais moi quand j'étais aux États-Unis, j'ai été au centre Kennedy, et là, même si on n'est pas passionné d'espace du tout, c'est la folie, quoi. C'est incroyable. On a l'occasion de voir des navettes, de voir des fusées, de voir plein de vidéos, enfin c'est génial, quoi. Je sais pas si l'ESA a la même chose, mais rien que ça, je pense, c'est déjà un joli voyage, quoi. Oui, il y a bien sûr le musée de l'espace à Toulouse, qui est tout à fait intéressant, qui est moins scientifique qu'on le pense, plus axé, je dirais, à la mode des parcs de loisirs, plus axé sur la simulation, toutes les petites manipulations qui vont intéresser les enfants et les amener tout doucement, effectivement, à lever le nez, quoi, à regarder dans le ciel. Donc,
Oui, pour quelques euros, quelques dizaines d'euros, on peut s'intéresser à l'espace. Mais je dirais que ça, c'est déjà s'intéresser à l'espace, entre guillemets. C'est s'intéresser à l'astronautique. C'est déjà avoir cette curiosité-là. Moi, je dis simplement que on peut très bien faire un voyage normal, et puis, au hasard de ce voyage, avoir une petite thématique, simplement, parce que dans le désert, bah oui, il y a un ciel nocturne qui est absolument incroyable et qu'on n'a pas chez nous. Et pourquoi pas avoir quelqu'un qui vous explique cette partie du désert aussi, quoi, qui en fait intégralement partie. Donc on n'est pas forcément passionné, c'est simplement un petit peu de curiosité. Et alors après cette curiosité, on va dire, quelle est la prochaine étape? Alors évidemment, une fois que on s'est intéressé à ça et qu'on a mordu aux fruits, comme on dit, là pour le coup il n'est pas du tout défendu, hein, il est vraiment, on peut le consommer à forte dose. Alors là on va trouver sur internet une multitude d'autres voyages possibles. On peut commencer à s'entraîner d'ailleurs au voyage spatial. Alors il y a des offres, des centrifugeuses par exemple, on peut aller dans une centrifugeuse, être dans une espèce de simulateur de vol qui est une sphère fixée sur un bras. Ce bras pivote, tourne à toute vitesse et projette la personne qui est dans la sphère à des pressions qui sont du type de l'accélération d'une fusée ou de sa décélération, etc. Et dans le simulateur, dans la sphère, on va avoir une projection de son vol et qui va nous donner une certaine idée, en fait, même assez précise, en fait, d'un voyage spatial. Mais on peut aussi faire un voyage, ce qu'on appelle en 0G, c'est-à-dire tester la microgravité, se retrouver comme sur la surface de la Lune ou la surface de Mars, se retrouver en 0G, c'est-à-dire se retrouver à peser 0 gramme, voler comme un esprit à l'intérieur d'un avion. C'est ce qu'on appelle le vol 0G. C'est ouvert aux États-Unis depuis plusieurs années, on peut réserver sur Internet. C'est ouvert aussi un peu plus rarement en Russie, mais c'est possible sur Antonov 76. Et puis, depuis quelques jours à peine en France, l'astronaute Jean-François Clairvoy, président de la compagnie aérienne Novespace, a annoncé donc un Airbus A300, donc magnifique avion, unique au monde du point de vue du volume intérieur, avec 200 mètres cubes disponibles. Cet avion allait permettre au grand public de connaître les joies du vol 0G. Donc j'ai pu connaître cette joie et je peux vous dire qu'elle est totalement exceptionnelle. On se sent là pour le coup vraiment astronaute. On arrive à des tarifs qui sont un petit peu plus élevés, 6 € maintenant, pour 1h30 de voyage, mais plus de 5 minutes de vol en apesanteur, on va dire. D'accord, alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez juste expliquer le principe du vol parabolique, vraiment très court, juste qu'on se fasse une idée de comment se déroule un vol en 0G, parce que on n'en entend pas vraiment énormément parler non plus, et moi je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, un vol parabolique se déroule dans un avion standard, un Airbus. À la différence des autres avions, en fait, on lui retire tous ses sièges à l'intérieur, à l'exception des passagers qui vont voler, donc une quarantaine de sièges pour l'Airbus A300. Mais tout le reste, en fait, toute la partie arrière de l'avion est libérée de ses sièges et on y pose des tatamis et des coussins pour se protéger, en fait, des chocs. Et puis ensuite, l'avion décolle donc avec ses 40 passagers, il monte à 6000 mètres à peu près, un vol normal. À partir de 6000 mètres, on demande aux passagers d'aller s'allonger derrière sur les tatamis. Puis l'avion passe en phase d'assiette à cabret, comme on dit, c'est-à-dire qu'il monte très très fort, l'avion se cabre à pratiquement 50 degrés. Les gens qui sont allongés se sentent légèrement oppressés par cette accélération de pression. Et puis, après 2 minutes environ, maximum, c'est plutôt même une minute 30 de cette pression, d'un seul coup, le pilote va pousser sur le manche et les gens ne vont plus ressentir du tout de pression, mais au contraire, sans aucun mouvement, leur corps va léviter. Leur corps va se soulever du tatami, va se soulever du sol, et ils vont pouvoir voler pendant 22 secondes. Très exactement 22 secondes. Donc ils vont pouvoir se rouler en boule, se projeter d'un côté à l'autre, jouer tous ensemble à faire une grosse boule humaine qui se promène dans l'espace vide de l'appareil. C'est très ludique, c'est très amusant, c'est très intéressant. Et puis, l'appareil va se remettre à descendre, et évidemment, les passagers sont prévenus au signal sonore, et les gens redescendent en fait sur le tatami, se rallongent à nouveau,
et patiente environ 2 minutes pour à nouveau retrouver cette période de 22 secondes. Et il y a comme ça donc 15 périodes de 22 secondes qui se succèdent, qui permettent de tester la pesanteur. Donc c'est pas de la rigolade quand même, parce que ça fait partie de l'entraînement des astronautes. Hein. C'est quand même un truc, on va dire, on n'est pas obligé d'être sérieux dedans, mais c'est quand même des belles sensations. Oui, on n'est pas du tout dans un manège de foire. Évidemment, il y a une petite enquête médicale qui est faite avant. C'est ouvert à tous, mais pour le moment, c'est restreint. C'est pas ouvert aux handicapés ni aux personnes mineures. Ça l'est dans d'autres pays, donc ça évoluera certainement en France aussi. Pour l'instant, en tout cas, c'est limité aux gens valides, on va dire, et qui sont en parfaite santé physique. Au-delà de ça, il y a un petit entraînement avec quelques petits conseils qui sont donnés pour ne pas être malade. Il peut y avoir un médicament qui est distribué, un médicament tout à fait normal qu'on trouve dans toutes les pharmacies pour ne pas se sentir le mal de mer, ne pas ressentir le mal de mer. Mais pratiquement, moi qui l'ai fait, qui suis très sensible à ce genre de choses, et avec le groupe avec qui on était, personne n'a été malade. Ok, ben ça doit être fascinant. En tout cas, vous trouverez des vidéos sur Internet qui montrent un peu comment ça fonctionne et comment c'est à l'intérieur de la cabine. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être une expérience unique, quoi. Oui, c'est une expérience unique, absolument unique. C'est la seule fois dans votre vie où vous pouvez sentir la dépression, justement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sous pression, vous n'êtes plus sous pression. Vous pesez 0. C'est-à-dire que quand si vous essayez de vous asseoir dans un siège, vous ne sentez plus rien sous vos fesses. Et je veux dire, il y a aucun moment dans la vie d'un homme où vous pouvez vous retrouver dans une situation de peser 0 gramme. Aucun. Donc c'est une occasion absolument incroyable. Et d'ailleurs, le cerveau, quand on vole, se trouve assez en situation de stress pendant quelques instants. C'est-à-dire que le champ visuel, par exemple, se restreint. Le champ visuel se focalise sur exactement ce qu'on voit devant soi et est incapable de pouvoir détailler ce qui se passe sur le côté. C'est un phénomène physiologique que tout le monde perçoit quand on vole. Donc il faut bien préparer sa petite manipulation avant, avoir une balle de tennis avec soi, avoir peut-être un liquide pour le voir sortir en boule, comme dans le Capitaine Haddock dans Tintin. Enfin, c'est très amusant, c'est très ludique, et on partage ça avec plusieurs personnes autour de soi. C'est ce qui est aussi très important. Moi, en voyant les vidéos, je me suis mis une idée stupide dans la tête. Je me suis dit, si une fois je le fais, j'amène des raquettes de ping-pong et une balle de ping-pong et je veux jouer du ping-pong en 0G. Je me demande ce que ça fait. Oui, c'est une excellente idée, absolument. Claire Voie, l'astronaute président là, de Novespace, lui, il vient toujours avec une balle de tennis, parce que c'est toujours assez impressionnant de lancer une balle de tennis et puis de la voir rester en l'air au lieu de retomber, quoi. On n'a pas l'habitude. Alors qu'évidemment, quand l'avion se repositionne en gravité, évidemment, la balle s'écrase littéralement sur le sol. Donc, non, c'est très, très, très étonnant. Vraiment, vraiment étonnant. Ok, super. Mais pour le coup, effectivement, ça a un certain prix, mais c'est encore accessible comparé au prochain voyage dont on va parler. Alors, selon mes infos, il y a 3 vols en 2013 qui sont prévus en France, c'est juste ? Oui, il n'y a que 3 vols, malheureusement. L'avion a un potentiel qui est assez restreint, mais on peut penser que l'activité va rapidement se développer, vu que la demande est absolument phénoménale. Dès la conférence de presse, en fait, la société qui organise Avico a été saturée de demandes. Donc on peut imaginer qu'il y aura peut-être un autre avion qui viendra en renfort et qui multipliera les vols dans les années à venir. Alors, j'ai juste une question peut-être un peu technique. Pourquoi un Airbus A300 de 1973 ? Je me suis dit, pourquoi utiliser un appareil aussi vieux, qui a plus de 40 ans, alors qu'il y a des appareils qui sont peut-être plus neufs, qui ont plus de possibilités techniques ? Je sais pas, j'ai pas compris ça en fait. Oh, c'est juste une question économique et financière, bien entendu. En fait, cet Airbus appartient donc à une compagnie aérienne, et cette compagnie aérienne, Novespace, donc, appartient intégralement, enfin en majorité pour l'instant, au CNES et aux banques. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, comme vous savez, qui est un organisme public. Et l'avion a toujours été utilisé dans un cadre purement scientifique, c'est-à-dire à vocation de manipulation scientifique en environnement microgravitaire ou apesanteur. Donc,
Il n'a jamais été ouvert au public. À ce titre, en fait, il a simplement bénéficié à l'époque, j'imagine, ils ont bénéficié d'un potentiel d'avion qui était disponible. Et cet Airbus était le troisième de la pré-série, probablement d'ailleurs le premier Airbus de la série à voler. Et ils l'ont utilisé. Alors, il faut comprendre aussi que c'est un avion qui fait pas beaucoup d'heures de vol. Donc, c'est un avion qui ne peut pas être destiné au transport commercial, puisqu'il fait partie de la pré-série. C'était pas un avion de série. Donc, il pouvait servir à faire des vols, je dirais, espacés dans le temps, sachant que d'un point de vue réglementaire, chaque parabole, en fait, est considérée comme un cycle. Alors, vous savez que la vétusté d'un avion se mesure à son nombre de cycles. Dans un avion normal, pour un cycle, on va parler d'un atterrissage et d'un décollage. Pour un avion de ce type, vu les forces qui sont soumises à l'accélération et décélération en montée et en descente, on va parler d'un cycle aussi pour une parabole. Donc en fait, ce sont des appareils qui volent très peu d'heures, donc qui sont amortis sur très peu d'heures, mais qui ont une vétusté très importante du fait du nombre de paraboles. Voilà, enfin sans rentrer trop dans la technique, on va dire que c'est un appareil qui ne peut pas rentrer dans un champ commercial normal, et donc ça ne peut pas être un appareil commercial normal, tout simplement. Ok, c'est intéressant. Alors voilà, on a fait, admettons que j'ai fait mon premier vol parabolique, voilà, je suis complètement excité par la chose, et puis je me dis, bon, voilà, j'ai fait la première étape vers le voyage spatial, qui est quand même une étape importante, parce que ça va me permettre de me préparer pour la suite. Alors justement, qu'est-ce que c'est la suite de ce voyage-là ? Alors la suite, c'est en fait de s'intéresser aux futurs voyages intercontinentaux qui passent par l'espace. Il est sûr qu'en 2050, on utilisera pour les vols intercontinentaux, on utilisera beaucoup moins les avions de ligne que nous avons aujourd'hui que des appareils type ceux de Virgin Galactic ou de X-Core ou de SpaceX qui font un triangle, c'est-à-dire qui ne suivent pas la courbure de la Terre stupidement comme les avions que nous avons aujourd'hui, mais qui passent par l'espace, qui font un triangle, qui montent, qui se mettent en apesanteur, qui laissent la Terre tourner à 2000 km/h gratuitement, et puis qui laissent l'appareil revenir ensuite en vol plané de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on consomme sur ce type de vol intercontinental ? On consomme juste la phase d'accélération qui amène l'appareil en dehors à la limite de l'espace, donc dans les 100 à 150 km. 100 à 150 km, c'est quand même pas très, très haut et ni très loin, on va dire, en termes de consommation et d'énergie. Enfin bon, pas très haut, c'est quand même... quand on voit l'exploit qu'a fait Red Bull Stratos, ils étaient à 39 km seulement, donc là on est quand même beaucoup plus haut, hein. Oui, je ramène en fait cette distance à une distance terrestre, par exemple. Voilà, si je ramène cette distance à, je sais pas, c'est Paris, Deauville, quoi, à peu près. Donc Paris-Deauville en altitude, certes, c'est très rare. Sur la Terre, par contre, c'est plus que commun. Mais imaginons-le en altitude, eh bien, c'est suffisant pour qu'ensuite on laisse l'appareil en apesanteur, si on peut, pendant un moment, et ensuite on le fasse réatterrir, donc à vitesse, je dirais, vol plané, de l'autre côté de la Terre. Alors bon, on n'y est pas du tout, bien entendu. Sur le plan technique, c'est même très 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 complexe. Et il y a notamment, pour les passagers, une phase d'apesanteur où justement l'entraînement dont on vient de parler va jouer un rôle considérable dans l'appréciation de ce type de vol. Mais sans aller jusque-là aujourd'hui, puisque de toute façon ça n'existe pas, on peut réserver un billet pour tester la première étape, c'est-à-dire le vol suborbital. On peut réserver aujourd'hui un billet sur plusieurs compagnies, donc X-Core qui est la plus avancée, Virgin Galactic, donc je suis le représentant. Ce billet va permettre en 2014, peut-être pour le premier X-Core, 2015 pour Virgin Galactic, peut-être aussi, de partir. Alors pour le premier à 60 km d'altitude, et pour le deuxième beaucoup plus haut, et de manière beaucoup plus sympathique avec d'autres gens, avec 6 personnes à bord, et 2 pilotes, donc 8 personnes, à la frontière de l'espace. Et ça coûte $200 000. On va peut-être prendre chaque compagnie un peu, parce que c'est vrai que le système en lui-même est très intéressant, parce que c'est complètement différent entre X-Core et Virgin Galactic, par exemple. Alors dans X-Core, on a une sorte d'aile volante, si j'ose dire, peut-être mon terme aéronautique c'est pas tellement exact, mais ça me fait penser à une aile volante, avec pas un réacteur, une fusée à l'arrière, qui va nous mener assez loin. En fait, c'est une sorte de petit avion, bêtement, non ?
Enfin, oui, en fait, c'est un petit ça ressemble avion. à un petit avion, quoi. C'est un petit avion qui a une motorisation un peu spéciale parce que les motorisations qu'on trouve dans nos altitudes, on va dire jusqu'à 10-12 000 mètres, sont des moteurs qui fonctionnent thermiques, donc qui fonctionnent avec de l'air, avec de l'oxygène, pardon. Mais à partir du moment où on atteint une certaine altitude, il n'y a plus d'oxygène. Donc il faut trouver un autre mode de propulsion. Sinon, le moteur s'arrête. Donc cette compagnie, elle a mis au point un appareil qui fonctionne avec une double motorisation. Une motorisation standard quand on est dans l'air, pour pouvoir utiliser l'oxygène qui est dans l'air. Et puis à partir d'une certaine altitude, une autre motorisation qui va combiner un gaz et on va dire un comburant et un carburant qui vont se mélanger, qui vont pas utiliser de l'air pour faire une explosion et provoquer la propulsion. En l'occurrence, ça s'appelle ce qu'on appelle le LOX méthane, c'est-à-dire de l'oxygène liquide et du méthane, du gaz, comme vous le connaissez, gaz naturel. Et la combinaison des deux en pouvant déclencher donc une propulsion complémentaire à la première pour aller beaucoup plus haut que nos 10 000 mètres, 10-12 000 mètres, voire 15 000 avec Concorde qu'on pouvait atteindre jusqu'ici, avec un avion de ligne normale. Alors, ce petit appareil, oui, il est, à la différence de Virgin, c'est un seul appareil avec une combinaison de motorisation. Mais pour le moment, on en est encore au tout début, et donc ce sont des appareils légers, simples, avec une charge utile très faible. En l'occurrence, là, c'est limité à 2 personnes, un pilote et un passager payant. On va dire une charge utile payante de 150 kg, tout compris. C'est-à-dire le passager, son équipement, éventuellement un peu de matériel supplémentaire, ou bien pas de passagers, mais des caméras, du matériel pour faire peut-être des petites expériences en apesanteur, parce qu'une fois de plus, quand l'appareil va atteindre son apogée, il va y avoir une petite phase de décélération, bien entendu, et à la fin de cette phase de décélération, et avant de retomber dans la phase de descente, il y aura une petite période au cours de laquelle on sera aussi en apesanteur, comme pour le vol 0G dans nos altitudes, où les forces s'équilibrent, et en fait, les pilotes se retrouvent, enfin les passagers se retrouvent en apesanteur. Donc, une seule personne à bord, payante, et un pilote. Alors, ils vont partager, évidemment, ils seront assis côte à côte, donc ils vont partager les mêmes impressions, la même vision. Ils seront à 60 km d'altitude, maximum, au début. Donc, ils ne seront pas vraiment dans l'espace, mais ils auront un champ de vision d'environ 600 à 800 km de large. C'est-à-dire qu'ils verront une bonne partie de la France, par exemple, à partir de ce sommet, on va dire. Mais ils ne verront pas la Terre en entier. Il faudrait monter beaucoup plus haut. Il faut monter au moins à 400 km, qui est l'altitude de la station spatiale, voilà, la station spatiale internationale, l'ISS, où là, effectivement, on voit toute la Terre, toute sa rotondité, et encore pas totalement intégralement. Mais on la voit quand même très très bien. Alors à 60 km, voilà, on a un angle de vision. Tout le champ de vision est occupé par la Terre. On voit une certaine courbure de la Terre, quand même, et on a un champ de vision d'environ 800 km. 100 000 $, c'est 2 fois moins cher que Virgin Galactic. Maintenant, on peut parler de Virgin si ça vous intéresse. Voilà, ben oui, on peut parler des deux. Moi, je trouvais sympa le concept d'X-Core, mais effectivement, moi, ce qui m'embêterait, on va en parler dans Virgin Galactic, il y a le côté fun en moins, il me semble, le côté parce qu'on reste quand même, si j'ai bien compris, sanglé dans son fauteuil, donc je sais pas vraiment si on expérimente la pesanteur au même niveau que sur Virgin Galactic. Enfin, je sais pas, c'est des vidéos que j'ai vues en tout cas. Oui, en fait, c'est très différent. Pour une chose très simple, en fait, c'est le bonheur n'existe que s'il est partagé, comme vous le savez. Et donc là, dans le cas d'X-Core, on le partage avec le pilote. Bon, c'est moins gai que de le partager avec 5 autres personnes et deux membres d'équipage, deux pilotes. Dans la navette de Virgin Galactic, il n'y a pas de séparation évidemment entre les pilotes et puis les passagers, et c'est un véritable équipage qui part pour l'espace. Là, ils vont véritablement à la frontière de l'espace, qui est communément déterminée à environ 100 km. La gravité terrestre ne change pas beaucoup, elle est toujours de 3%. Donc la diminution, je veux dire, de gravité n'est que de 3%. Donc on ressent encore la gravité terrestre à hauteur de 97%. Mais cette gravité est totalement compensée par l'accélération d'une part de l'appareil
Et puis, là, à la fin de cette accélération, évidemment, au moment où on ralentit, il y a une période où, entre le moment où on ralentit complètement et le moment où on est réattiré par la gravité terrestre, il y a un laps de temps d'environ 4 minutes, 4 à 5 minutes, où là, on est vraiment en apesanteur de manière consécutive. Pas par période de 20 secondes comme dans le vol 0G, mais vraiment de manière consécutive, 4 minutes, au cours desquelles on va pouvoir se promener à l'intérieur de la cabine, si on est entraîné à faire du 0G. Donc c'est l'intérêt aussi de savoir se comporter, sinon on ne va pas en profiter, on va être valdingué dans tous les sens, on va être bousculé contre les parois, avec le risque de ne pas pouvoir revenir à son siège dans les temps impartis avant la descente. Donc l'entraînement à l'apesanteur est très intéressant, mais à partir du moment où il y a un entraînement, les gens se sentent beaucoup plus relax et vont profiter totalement de ce qu'ils vont voir à l'extérieur. Et là, ça sera vraiment magique. Parce qu'ils seront vraiment à 100 km, et à 100 km, on a un angle de vue qui est 2 fois plus important, d'environ 1500 km. Là, on voit la totalité de la France, et on voit vraiment la courbure de la Terre. Oui, d'ailleurs, on peut déjà voir des images qui sont assez fascinantes, je trouve. Par contre, le système est complètement différent de celui d'X-Core, dans le sens où on a un espèce de gros avion porteur, mais vraiment énorme pour le coup, avec on va dire une espèce de petite navette crochée dessous, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est en fait un avion porteur qui est un quadrimoteur. Bon, jusque-là, ça reste assez standard. Sauf que c'est une aile tout en carbone qui fait 42 mètres d'envergure et qui est retenue en fait par 2 fuselages et non pas un seul fuselage. Donc 2 fuselages, et entre ces 2 fuselages, eh bien, il y a cette petite navette, donc Spaceship One. Alors, dans cet avion porteur, en fait, les pilotes se trouvent dans la partie droite, dans le fuselage droit. Le fuselage gauche, il est totalement vide. Il a simplement des sièges pour héberger des passagers qui feront un vol je dirais, d'accompagnement de ceux qui vont partir avec leur navette. Donc les conjoints, les amis, qui voudront faire accompagner en fait leurs amis spationautes, astronautes, enfin futurs astronautes, eh bien, ils peuvent faire le voyage d'ascension ensemble jusqu'au moment où la navette sera larguée. Parce que en fait, cet avion quadrimoteur a vocation à transporter la navette et évidemment tous les passagers jusqu'à une certaine altitude, à partir de laquelle la navette va prendre le relais avec son propulseur particulier. Donc, à la différence de X-Core où on avait un seul appareil avec 2 motorisations embarquées, là, on va avoir 2 appareils avec 2 motorisations différentes. Le premier appareil, donc motorisation classique, propulsion en réacteur, Pratt & Whitney, 7 tonnes de poussée chacun, voilà, donc on reste tout à fait dans le standard d'aujourd'hui des avions de ligne, mais arrivé à une certaine altitude, à 15 km, 16 km, voire même un petit peu plus, puisque cet avion a la particularité de pouvoir aller très haut, la navette est lâchée et le moteur est mis en route. C'est quand même psychologiquement une sensation assez particulière de tomber, de se sentir tomber, avec l'espoir que le moteur démarre tout de même. Enfin bon, évidemment, ils ont fait des tests, ils ont déjà fait beaucoup de tests de vol plané. Même si le moteur démarrait pas, il pourrait retourner au sol très facilement en vol plané. Donc là, le moteur démarre. C'est un moteur hybride aussi, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec comburant et carburant, parce qu'à ces altitudes-là, déjà, on trouve plus beaucoup d'air. Et cet appareil a vocation, donc ce moteur a vocation à propulser les 6 passagers et les 2 pilotes à 100 km. Alors, évidemment, il va pas brûler pendant 100 km. Le propulseur va les emmener jusqu'à 70 km à peu près, 65-70 km. Là, le moteur va s'arrêter. Et là, dans un silence total, puisqu'en fait, il n'y a même plus d'air pour faire le frottement contre les ailes, l'appareil va poursuivre sa trajectoire ascendante, pratiquement à la verticale, jusqu'à 100 km environ. Et là, en fait, il va tout simplement ralentir, uniquement par la gravité terrestre. S'il n'y avait plus de gravité, en fait, eh bien, son accélération serait telle que il continuerait comme ça dans l'espace et on ne le reverrait plus jamais. Comme un caillou qu'on lancerait dans l'espace aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme un caillou qu'on lance en l'air, eh bien, il y a un moment où le caillou revient. Eh bien là, c'est exactement pareil. L'appareil, quand il atteint son apogée de 100 km, il est réattiré vers la Terre. Alors évidemment, il va être réattiré tout doucement. Donc l'accélération va diminuer, s'arrêter.
on va rentrer dans un état d'apesanteur où les forces entre l'accélération et les forces d'attirance vont s'annuler les unes les autres. Et donc, on va être dans une situation d'apesanteur. Les gens vont pouvoir profiter pendant 3-4 minutes, comme je disais tout à l'heure, de cette sensation d'apesanteur. L'appareil sera en rotation, donc les gens vont pouvoir, à travers les hublots, eux ne vont pas tourner, mais ils vont pouvoir passer d'un hublot à l'autre et observer en fait la courbure de la Terre, voir l'espace profond, les étoiles cristallines. Autant de choses d'ailleurs que les astronautes dans l'ISS ne voient même pas. On n'y pense pas souvent, mais un astronaute qui est dans une station spatiale, qui tourne à 28 000 km/h autour de la Terre, évidemment, il ne voit pas les étoiles. Parce que ses yeux, son regard ne peut pas aller aussi vite, bien entendu. Et donc, les étoiles, il voit juste un espace noir. Tout ce qu'il voit, lui, c'est la Terre. Il la voit, par contre, très précisément. Il en fait le tour en 90 minutes. Mais il ne voit pas l'espace. Alors que là, évidemment, on aura le temps de pouvoir voir l'espace. On verra vraiment les étoiles. On verra peut-être la Lune d'une manière cristalline, à mon avis d'ailleurs éblouissante, probablement. Il refaudra un masque pour se protéger les yeux de l'albédo, du reflet donc du soleil sur la Lune. Mais on verra de manière extrêmement précise notre satellite. Et puis ensuite, eh bien c'est la descente. Et là, ça va être une descente quand même assez rapide avec 5G, donc 5 fois la puissance de la pression de son corps sur soi-même. Si on n'est pas dans son siège, si on n'est pas revenu à temps, si on n'a pas eu l'entraînement justement pour savoir revenir dans son siège, ça peut devenir un peu risqué. Et puis, voilà, on fait un atterrissage. Le vol en entier aura duré 2 heures, 2h30 environ. Génial, c'est fascinant comme vous racontez ça. Moi, ça me donne envie d'y aller. Même si c'est pas encore possible et que j'aurai jamais l'argent, mais ça me donne envie d'y aller. mais c'est ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre dans l'astronomie et la cosmologie et l'astrotourisme en général. C'est la part du rêve qui est véhiculée par toutes ces matières aujourd'hui. Et ce sont des rêves où l'imagination peut voyager même de manière beaucoup plus importante qu'un vrai voyage, quoi. Ouais, c'est ça. Non, je trouve ça fascinant et le fait que ce soit presque possible, on va dire, parce qu'on va en parler après exactement de quand ce sera possible, etc. Mais c'est des projets qui sont concrets, qui sont vraiment en train d'être faits. Donc c'est pas un truc qu'on nous annonce pour 2050, c'est quelque chose qui va vraiment se passer, quoi. Je trouve ça incroyable. Oui, absolument. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Les images qu'on a sont des images réelles, des télescopes spatiaux. Là, l'expérience du voyage sur Mars, qui est en train d'être testée par des robots aujourd'hui, sera évidemment humaine dans quelques dizaines d'années. Donc on voit la progression de tous les éléments. Aujourd'hui, on peut envoyer son ADN dans l'espace pour $50 et on peut aussi acheter un billet pour 2015 pour faire un voyage suborbital. Et il est certain qu'en 2050, on pourra faire un vol intercontinental en 3 heures en passant par l'espace. Et qu'on pourra probablement partir pour Mars avec un voyage qui ne durera plus 8 mois, mais avec le type de moteur qu'on développe aujourd'hui, ionique, on pourra y aller en 1 mois et demi à peu près. Ouais, ce que je trouve fascinant aussi, c'est ce côté, il y a un côté scientifique et un côté découverte qui est aussi très intéressant, je trouve, et les deux sont vraiment mêlés aujourd'hui, il me semble. Il y a même Virgin Galactic avec son Launcher One, si j'ai bien compris, va utiliser le même avion porteur pour envoyer des fusées qui, elles, enverront pas des passagers, mais des satellites, etc. Donc il y a vraiment de la recherche sur les deux côtés qui sont faits, et je trouve ça fascinant. Oui, il y a évidemment. Vous savez, on a un énorme problème aujourd'hui avec les débris spatiaux. On a très peur que des projectiles, des boulons, des caisses à outils, tout ce que les agences publiques ont laissé traîner là-haut dans l'espace, viennent frapper la Station spatiale internationale, voire beaucoup plus haut, voire toucher les GPS, enfin les satellites qui nous permettent d'avoir le positionnement par satellite justement sur la surface terrestre, et donc d'endommager la couverture, ce qui tend à penser qu'il y a une nouvelle couche de microsatellites qui pourrait être utilisée plutôt sur une orbite plus basse, et donc là effectivement ce type de lanceur permettrait de mettre à disposition toute une variété de micro-satellites pesant 1 kg, 1,5 kg, avec des capacités de rayonnement, on va dire,
sans doute moins importante, mais par la multiplicité, en fait, réaliser une couverture qui soit aussi puissante que les GPS qui sont en danger aujourd'hui. Alors bon, ben voilà, c'est un peu ce qui se passera pendant un voyage spatial. On peut dire aussi qu'il y a le premier spaceport qui a été fait justement au Nouveau-Mexique. Vous y avez été voir ce spaceport? Parce que moi, rien que le design, à moi, me plaît énormément. Oui, le spaceport, il a été voté à l'unanimité par le gouvernorat du Nouveau-Mexique. Donc, ils ont consacré 250 millions de dollars à l'édification d'un engin, enfin d'un objet. J'appellerais pas ça un building parce que franchement, ça ressemble plus à quelque chose de totalement extraterrestre. Magnifiquement dessiné, qui épouse la surface du sol, les couleurs du sol, du désert qui se trouve autour. De Las Cruces, donc on n'est pas très loin d'El Paso, de la frontière, et justement El Paso est conjointe à une autre ville qui s'appelle Tijuana, qui est la ville la plus meurtrière du monde, et c'est très intéressant quand on va là-bas de traverser ces villes qui sont dans une violence quasiment palpable, avec la plus haute technologie, la plus haute tolérance, la plus haute, on va dire, bonne humeur. À quelques kilomètres. Ouais, c'est extrême. Juste une question comme ça, c'est possible d'aller visiter le port spatial actuellement, ou bien ça reste privé ou pour les gens qui ont déjà réservé un billet ou... Non, oui, ça reste tout à fait possible, mais ça n'a surtout aucun intérêt parce que malheureusement, pour le moment, il n'y a pas d'activité commerciale qui a débuté. Bien entendu, dès que l'astroport va ouvrir définitivement, bien sûr, oui, tout le monde pourra aller visiter, bien entendu. Oui. Bon, c'est ça, aller voir décoller un avion comme ça, aller voir. Je pense que ça se voit est-ce que ça se voit du sol justement quand il lâche la navette? Oui, tout à fait. Ça se voit aux jumelles, bien entendu. Et puis, de toute façon, même le décollage et l'atterrissage de ces avions porteurs avec ou sans leur navette, c'est déjà magique. La piste en elle-même est absolument unique au monde. Et le décollage, tout ça est très intéressant. Alors ok, merci beaucoup, c'était gentil de nous parler un peu du voyage spatial, comme on l'a dit avant, qui va se passer dans les prochaines années. Juste peut-être pour se donner une idée, à peu près quand seront les premiers vols? Quand est-ce qu'on pense que ce sera certifié? On les attend. Hein. Alors les tout premiers vols tests de Virgin Galactic ont eu lieu ici depuis mars 2011, si je me souviens bien. Je crois que c'était les premiers vols, ou même un peu avant. Tous les vols tests liés à la rentrée dans l'espace, dans l'atmosphère, etc., sont faits. Il reste quand même maintenant tous les vols tests de propulsion. Et alors là, l'appareil, le propulseur fonctionne très bien au sol, mais il n'a jamais été encore testé en vol. Alors je serais bien incapable de répondre sur le délai, parce que ça dépend totalement en fait de l'agence nationale américaine qui va autoriser ou non l'exploitation commerciale. De combien de vols tests ils auront besoin pour valider complètement la sécurité de ces vols, je ne sais pas. On peut s'attendre probablement à un protocole d'environ 200 vols tests. 200 vols tests, je pense que si ça démarre par exemple ici à la fin de l'année 2012, ce qui est tout à fait possible pour le premier, on aurait une année à une année et demie environ de tests, ce qui nous amène à fin 2014 pour la mise en commercialisation. Et donc, les tout premiers qui ont réservé déjà depuis 2005 partiront en 2015. 10 ans d'attente, ça paraît tout à fait raisonnable pour un projet de cette envergure. Oui, c'est pas un voyage en République dominicaine. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés un peu durant ce voyage spatial. Je vous rappelle qu'on peut aller justement à Ticket pour l'espace, qui est l'agence où vous travaillez, pour pouvoir avoir plus de renseignements précis, notamment sur les vols en apesanteur 0G, où je pense qu'il y a quand même plus de possibilités d'y aller que de vraiment réserver votre billet chez Virgin Galactic. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir de parler avec vous. Merci, et moi ça me fait très plaisir de pouvoir partager cette passion avec tous vos auditeurs. Eh bien super, alors je vous souhaite une bonne journée, un bon séjour à Paris. Merci, et à vous aussi bien entendu, et à tous. Au revoir. Merci.